C'est donc au tour des grandes banques centrales d'entrer en scène aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est la Fed, demain, ce sera la BCE. D'ailleurs, je vous rappelle que vendredi, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, sera notre invité. Entretien exclusif à 8h30, horaire spécial 8h30 sur Boursorama, pour décoder et faire le service après-vente de cette réunion de demain de la BCE. Exercice donc périlleux pour les banques centrales en plein conflit au Moyen-Orient avec ce pétrole qui reste au-delà des $100 le baril. Bonjour Xavier. Bonjour David. Est un beau économiste et directeur de l'OFCE. Fait des BCE comme nous tous et vous aussi d'ailleurs qui sont... il se coiffe, il se fait beau. D'accord. En même temps, le décor s'y prête. Tout à fait. On se détend, on est à la maison. C'est la semaine de l'éducation financière. J'aime beaucoup les petits cactus. Oui, on va le rapprocher de vous si besoin. On est tous dans le brouillard. Finalement, vous, moi, même les économistes, même la BCE, même la Fed qui se réunissent sont dans un brouillard complet, épais, alors que la guerre ne donne pas de signe d'apaisement. Donc c'est compliqué, on se met à leur place, en même temps ils sont payés pour, mais c'est pas facile de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Oui, alors le fait qu'on soit dans le brouillard, c'est embêtant pour les dirigeants et les responsables de la politique monétaire, évidemment, parce qu'ils peinent à savoir ce qu'il faut faire. C'est embêtant pour tous ceux qui peuvent envisager des réponses de politique économique. Peut-être on en parlera, mais en fait, c'est quand même d'abord embêtant pour tous les acteurs de l'économie, parce que ce brouillard et cette incertitude, il est d'abord sur ceux qui subissent l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation du prix du pétrole, et qui sont face à une situation géopolitique complexe, qui semble répéter d'une certaine façon ce qui s'est passé en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et qui en même temps a des caractéristiques très spécifiques et assez différentes, et puis avec effectivement une impossibilité de vraiment lire ce qui va se passer sur le plan géopolitique, sur le plan du conflit, son évolution. Les banques centrales se sont trompées sur l'inflation 2022. Elles nous ont dit c'est transitoire, ça l'a été un peu plus longtemps que prévu, on a une inflation qui est montée à 6 et à 10%. C'est différent aujourd'hui, 2026 n'est pas 2022. C'est ce qu'a dit le gouverneur de la Banque de France, il faut le croire. Alors, c'est différent sur le plan géopolitique, ça, il n'y a aucun doute. On n'est pas du tout dans le même contexte, dans les mêmes circonstances. Il y a des différences d'ailleurs aussi sur les conséquences économiques. 2022, ça a été une lente mise en tension du marché du gaz, avec une espèce de course contre la montre. Je vous rappelle, le conflit avait commencé en février. Les réserves de gaz de l'Europe n'étaient pas tout à fait remplies, il y avait l'anticipation de l'hiver qui allait venir, et donc les 6 mois qui ont suivi, les 6 à 10 mois qui ont suivi le départ du conflit, en fait, se faisaient avec l'hiver suivant, l'hiver 2023 en perspective, qui a été plutôt d'ailleurs un hiver doux, bon enfin, ok, donc ça c'était vraiment le contexte spécifique de 2022, un conflit aussi qui s'est enlisé, même si la Russie a annoncé tout de suite que ce serait très court. En fait, très vite, on a compris que ça serait très long. Et là, on est dans un contexte un peu différent. C'est pas sur le gaz que ça joue, c'est sur le pétrole. C'est le détroit d'Ormuz, donc qui a une caractéristique. Est-ce que 2026 c'est 2022 Et donc 2026, c'est pas 2022. En même temps, quand on regarde l'évolution des prix de l'énergie, en fait, on voit en 2026, dès le début du conflit, une augmentation des prix de l'énergie qui est plus 50%, autour de 50%. Qui est plus vive que celle qu'on avait pu voir en 2022. Donc, bon, d'un certain côté, on peut se rassurer en se disant c'est pas la même chose, ça va pas durer, ça joue pas sur les mêmes prix de l'énergie, c'est du transport d'énergie par pétrolier surtout, et donc c'est quelque chose qui est plus facile à réorganiser que le transport de gaz par gazoduc. Bon, ok, il y a ces différences-là, mais en même temps, il faut quand même reconnaître qu'il y a une évolution du prix du pétrole qui est extrêmement vive, plus rapide, plus forte qu'en 2022. Et si jamais ce conflit venait à s'enliser et à s'éterniser, ce qui est aujourd'hui un scénario qu'on ne peut pas totalement écarter, là on serait dans une situation probablement extrêmement complexe. Et donc c'est sur le plan économique. Aujourd'hui, pour les banques centrales qui se réunissent aujourd'hui et demain, BCE et Fed, enfin Fed et BCE, d'anticiper l'impact concret sur la croissance, sur l'inflation, de prix de l'énergie qui ont pris 50% en moins d'un mois. Alors, je pense que les banques centrales vont rester extrêmement... Enfin, je vous dis ça, j'en sais rien, on verra ce qu'ils vont dire dès demain, mais je pense qu'ils vont rester plutôt prudents sur le scénario géopolitique qu'ils ont en tête. Le but des banques centrales, c'est de rassurer l'ensemble des acteurs économiques, les marchés financiers en particulier, et c'est de, en tout cas, pas les inquiéter. Donc les inquiéter, ça serait dire, nous, dans notre prévision, on a mis un conflit qui va durer 3 ans, avec une hausse du prix du pétrole qui va persister. Et simplement dire ça serait dire, voilà, on s'installe dans cette hypothèse qu'on désigne comme la plus probable, ou en tout cas comme le scénario de travail. Et donc ça, comme ce n'est pas exactement celui que tous les acteurs ont, ça irait à contre-courant. Donc je pense que malgré tout, ils vont rester
prudents, voulant rassurer, ne voulant pas inquiéter. Et donc, ils vont dire, pour le moment, on ne peut pas savoir si c'est un conflit qui va durer longtemps. On a 19 jours de conflit, 20 jours de conflit derrière nous. Rien n'indique qu'il va durer très très longtemps. Et donc, un choc transitoire sur les prix du pétrole qui serait levé dès que le détroit d'Ormuz serait réouvert, ça n'aurait pas beaucoup de conséquences sur les prévisions macroéconomiques. Je pense que c'est le message premier que les banques centrales vont vouloir passer. Ensuite, elles vont quand même passer comme message qu'elles sont attentives à la situation. Donc elles ne vont pas faire comme si de rien n'était, en disant on n'a pas mis encore ça dans nos scénarios macroéconomiques à 1 an ou à 1 an et demi, mais malgré tout, on regarde la situation avec attention, et d'ailleurs, on a regardé ce qui se passerait si ça durait, et là, ça aurait des conséquences sur l'inflation, et donc, on est attentif à ça. Alors, elles ne vont pas forcément annoncer des mesures de politique monétaire restrictives, on pourra aussi peut-être évoquer les raisons pour lesquelles elles ne vont pas le faire, mais sans annoncer ça, elles vont quand même au moins montrer de l'attention vis-à-vis de cette question. Les marchés, ils attendent un peu cette position un peu difficile qui est de ne pas inquiéter, de chercher plutôt à rassurer, mais en même temps de ne pas faire comme si ça n'existait pas, parce que ça existe et qu'on a besoin de savoir ce que les banques centrales pensent et de la façon dont... Tant qu'il y a un dilemme pour les banquiers centraux, parce que finalement, si elles veulent soutenir l'activité, elles prendront le risque de faire flamber l'inflation, et si elles veulent absolument contenir les prix, elles vont freiner l'économie. Donc il y a des mauvais choix, sauf celui de ne rien faire, ce qu'elles vont a priori choisir. Ah, ça, c'est ce qu'elles vont choisir demain. Oui. On peut parier là-dessus. On est dans le même sens, là. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, mais vraiment, par contre, tous les messages qu'elles vont passer sont assez intéressants parce qu'ils vont nous dire un petit peu ce qui peut se passer dans les mois qui viennent, suivant différents scénarios. Alors, est-ce que ce dilemme existe vraiment ? Donc, quand on est face à un choc pétrolier, on sait que le choc pétrolier, dans la plupart des cas, il a un impact de ralentissement sur les économies. C'est très net pour l'Europe. En 2022, on estime en gros que ça a coûté 3 points de PIB à l'Europe, la séquence de 2022 à 2025, la hausse des prix de l'énergie, cumulée, ça fait 3 points de PIB. Aux États-Unis, c'est un peu moins net. Il y a un impact... Ils sont exportateurs. Parce qu'ils sont exportateurs nets de pétrole. Et donc, ça n'a pas d'effet sur l'activité économique aux États-Unis. Par contre, ça a un effet sur la distribution du revenu, sur les inégalités. C'est-à-dire les consommateurs payent l'essence plus cher. Et les entreprises qui produisent du pétrole encaissent plus d'argent, la rente pétrolière augmente, et ça stimule l'économie par la distribution de revenus dans la production de pétrole et par les investissements qui sont faits par ces compagnies pétrolières. Donc aux États-Unis, ça n'a pas d'effet sur le PIB, mais ça a quand même un fort effet sur l'opinion du consommateur. L'opinion du consommateur, elle compte, et elle compte double, triple, quadruple cette année parce que c'est les midterms, et parce que Donald Trump, il a fait beaucoup de paris là-dessus. Il a beaucoup critiqué Biden sur un épisode exactement similaire. D'inflation liée à ce choc énergétique. Et donc, à l'époque d'Internet où on ressort les images et les déclarations et les mèmes sur Internet, ça peut faire beaucoup de mal dans une campagne quand on va comparer ce que Trump disait de Biden et ce qui se passe aujourd'hui et ce que dit aujourd'hui Trump. Donc, je pense que Trump est extrêmement attentif à ça. Ça, c'est probablement d'ailleurs la raison pour laquelle on peut encore croire à un conflit qui ne va pas durer trop longtemps. Parce que, en fait, la pression politique sur Trump, elle est telle qu'il ne peut pas se permettre un conflit qui dure longtemps. Mais en attendant, qu'est-ce que doivent faire les banques centrales dans une situation comme ça ? Les deux banquiers centraux, Christine Lagarde et Jérôme Powell, la position la moins inconfortable. Alors, c'est Jérôme Powell parce qu'il ne va pas rester là longtemps. Oui, non, bien sûr. Oui. Alors, dans ce cas-là, fait des BCE. Fait des BCE, ok. Et donc, oui, mais c'est un point important parce que là aussi, si on veut vraiment savoir ce que Powell va dire jeudi, en fait, il ne va pas dire grand-chose parce que... Parce qu'en mai, il s'en va. Et parce qu'il laisse la place à son successeur et qu'il ne va pas engager son successeur. Et donc, il a 2 fois une raison de se taire. Un, la situation est compliquée. Et 2, en fait, ce n'est pas lui qui va prendre les décisions. Donc, il n'a rien à dire sur cette question. Mais... la position la plus ou la moins inconfortable, ou la plus ou la moins confortable entre les deux banques centrales dans cette situation, puisqu'elles se réunissent à 24 heures de décalage? Je pense malgré tout que... Vous préféreriez être à la tête de la BCE ou de la Fed? Je préférerais être à la tête de la BCE, parce qu'à la Réserve fédérale, il y a le choix de politique économique et sa rationalité, qui n'est pas simple, mais ça c'est vrai pour la BCE aussi, au regard du bilan qu'on peut tirer de ce qui s'est passé en 2022, et on va en parler, d'une part. Donc savoir qu'est-ce qu'il faut faire, sachant que
voilà, il y a 4 ans, il y a déjà une situation assez similaire qui s'est produite, avec des décisions qui ont été prises et qui peuvent se discuter, d'une part. Et puis, d'autre part, cette pression politique, cette contradiction politique aux États-Unis, qui va peser très très fortement sur la Réserve fédérale et encore plus sur son nouveau président et son nouveau board, parce que voilà, Trump va vraiment compter sur la Fed pour faire avaler sa pilule, et mettra sur la Fed toutes les mauvaises nouvelles et les conséquences négatives en termes politiques qui pourraient lui arriver. Donc la pression va être assez forte. Après, la Fed est quand même indépendante, il ne va pas pouvoir retirer son mandat à Kevin Warsh aussitôt. Non, il va attendre un peu. Oui, enfin, même, il pourra En pas. tout cas, ce qu'on retient, on préjuge de rien puisqu'on ne sait pas ce qu'ils vont dire, ce qu'elles vont dire, les banques centrales ce soir et demain, mais elles devraient garder leur sang-froid. C'est ça ma question en fait. Elles doivent garder absolument leur sang-froid parce qu'encore une fois, là, elles vont être écoutées sur plus leur interprétation de la situation et de savoir est-ce qu'on est vraiment dans un choc pétrolier massif comparable au choc énergétique de 2022, comparable à d'autres chocs pétroliers, ou est-ce qu'on est dans un événement qui va vite disparaître des radars économiques. En tout cas, la situation géopolitique, c'est encore une autre histoire, mais ce n'est pas leur problème, mais des radars économiques ou pas. Et puis ensuite, il y a aussi quel bilan elles tirent de 2022. Et ça, c'est assez important, parce que, en fait, vous avez dit, en 2022, l'inflation devait être transitoire. Ça a beaucoup coûté à Biden, en fait, de dire ça. Et elle a quand même duré assez longtemps. Mais c'est parce que le conflit a duré très longtemps et que l'effet sur les prix de l'énergie a été très persistant. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ou ce qu'on voyait en 2025, disons, avant le déclenchement du conflit en Iran, c'est que les prix de l'énergie étaient revenus à la normale et que la fameuse inflation de deuxième tour, qui était le risque contre lequel se sont battues les banques centrales, en fait, elle ne s'est pas vraiment produite. Alors, on peut dire que c'est parce qu'elles ont réagi vivement et fortement, mais quand vous regardez les analyses que font les banques centrales de leur politique monétaire pendant cette période, en fait, si jamais ils n'avaient rien fait, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'il y aurait eu peut-être 0,1, 0,2 points d'inflation en plus au cours de ces années-là, et qu'on reviendrait à peu près au même scénario. Donc les banques centrales, finissent là-dessus, n'auraient rien fait en 2022-2023. L'inflation aujourd'hui serait au même niveau ? Quasiment. C'est angoissant et ça pose beaucoup de questions. Et ça pose beaucoup de questions. Et du coup, ça met les banques centrales dans une position un peu inconfortable. Parce qu'elles ont fait cette analyse, elles l'ont publiée. On peut la retrouver dans la documentation des banques centrales. Et on va leur renvoyer ça en leur disant, et Trump va leur renvoyer ça en leur disant, mais en fait, vous criez à l'inflation de second rang, cette inflation, elle ne se produit pas. Et donc votre politique monétaire très violente, qui a été très très violente, en particulier en Europe, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire à un moment où, en plus, ces chocs énergétiques... Ça veut dire que la politique monétaire ne sert plus à rien. Ça veut dire que la politique monétaire ne sert pas à grand-chose dans le cas d'un choc d'offres du type un choc pétrolier. Ça sera une autre émission, mais en tout cas c'est intéressant et merci pour vos explications. Et je retiens en tout cas qu'a priori elles vont parler, elles ne vont pas agir dans les prochaines heures, mais qu'elles vont essayer de rassurer a priori, tout en montrant qu'elles sont vigilantes. Exactement. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Timbaud, économiste et directeur de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.